Bonjour, nous sommes avec Gilbert Garel, ancien secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots et actuel président de l'Institut d'histoire sociale de la CGT. Du 4 au 10 décembre auront lieu l'élection des administrateurs salariés de la SNCF. Mais pour mieux comprendre, peux-tu nous dire à quand remonte la création du conseil d'administration de la SNCF et surtout, pourquoi a-t-il été créé? Bonjour à toutes et à tous. On peut dire que la représentation des salariés au conseil d'administration de la SNCF est aussi vieux que la SNCF. Avant la création de la SNCF par la loi de 37 applicable au 1er janvier 38, les rails français étaient exploités par un ensemble de compagnies privées qui se partageaient le territoire, sauf peut-être le réseau Ouest qui était appelé un réseau État. Tout le reste était des compagnies privées, pas de conseil d'administration, ou du moins pas de conseil d'administration avec des représentants des salariés. Ces compagnies privées, on le sait, par une très mauvaise gestion et parce qu'elles s'abreuvaient de subventions de l'État, ont complètement fait faillite et ont très mal géré le chemin de fer en France. C'est elles-mêmes d'ailleurs qui, au tournant des années 30, ont demandé à l'État de l'aide et de s'en sortir de cette situation-là. 1936, le Front populaire, un gouvernement composé de différentes compositions de la gauche en France, une réflexion, on va dire, plus progressiste, et réflexion sur l'avenir du rail français et l'appel à l'aide des compagnies privées. On le sait, le Front populaire n'a pas duré très longtemps en termes de très grands progrès, puisque les composantes libérales ont pris la majorité, ont éjecté les forces les plus progressistes dès l'année 37, mais néanmoins se trace un projet de loi de nationalisation du rail français. Ça ne sera pas la nationalisation que voulait la CGT, Pierre Semard l'a répété très régulièrement, mais néanmoins, on crée une société d'économie mixte détenue à 51% par l'État et 49% par les compagnies privées. Dans cette société anonyme d'économie mixte est créé un conseil d'administration de 33 membres dans lequel est prévue la représentation des salariés avec 4 administrateurs. Les 4 administrateurs n'étaient pas élus comme aujourd'hui, ils étaient désignés par l'État, mais à partir d'une liste fournie par, on va dire, la seule organisation syndicale représentative à la SNCF, la CGT, qui fournit une liste de 8 noms, et parmi lesquels on en désigne 4. Parmi ces 4 noms, il y a 3 représentants de l'ensemble des salariés et un représentant des cadres, un nom de Jacquet. Anecdote, si on peut dire ça anecdote, et quand on voit que la politique a largement changé, c'est que sur ces 4 membres, Semard et Jacquet vont être démis de leur fonction d'administrateur par un décret du 10 décembre 1937 pour, je cite le contenu de ce décret, incompatibilité existant entre l'exercice des fonctions d'administrateur de la SNCF et la signature d'un tract incitant les agents à cesser le travail, à entraver la marche des convois et occuper les centres d'aiguillage. Donc on le voit, la conception de l'administrateur dès cette époque-là est différente selon la perception de la direction de la SNCF et l'État ou selon la perception de la CGT. Pour la CGT, un administrateur est avant tout un militant syndical, un représentant des salariés. Pour la direction de la SNCF et pour l'État, c'est plus quelqu'un qui doit faire de la neutralité bienveillante, qui doit être dans l'accompagnement ou dans la cogestion. Ce n'est pas notre perception de l'administrateur salarié. Alors, l'entreprise a subi beaucoup de transformations depuis sa création. Cela a-t-il eu des impacts sur les conseils d'administration? Explique-nous comment ils ont évolué au fil du temps. Alors, 4 grandes modifications, on va dire. La première, on le disait, on est en 1938, 1939, la guerre, la capitulation française, le gouvernement de Vichy, le changement des lois par Vichy sur les sociétés anonymes, l'abrogation des syndicats. Le gouvernement de Pétain abolit les syndicats, crée la charte du travail. On change donc la législation sur les sociétés anonymes, plus que 12 administrateurs de la SNCF. Le réseau Alsace-Lorraine est sous administration allemande. Le réseau français est quand même, quelquefois même dirigé par l'occupant nazi. Plus que 12 administrateurs, et dans ces 12 administrateurs, qu'un représentant des salariés, ou qu'un représentant du syndicat, tel que perçu par Pétain. À cette époque-là, bon, ben, c'est un administrateur salarié, c'est un représentant des syndicats, mais c'est des gens qui ont choisi leur camp et qui sont rentrés dans la collaboration. Deuxième changement très important, l'issue de la guerre. Bon,
là, ça y est, c'est fini, on revient sur les lois sur les sociétés anonymes, on recrée un conseil d'administration avec des représentants des salariés, donc un conseil d'administration à 20 membres, dans ces 20 membres, 4 représentants des salariés, qui sont là aussi toujours quand même désignés à partir d'une liste commune, 4 représentants des salariés CGT et un représentant de la CFTC qui avait été créé en 1919. Deuxième changement important, on l'a vu, la création de la SNCF, puisque la convention de 1937 avait une durée de 45 ans, donc abrogée en 1982, et en 1982 il faut réfléchir sur le devenir du rail français. À cette époque-là, président Mitterrand, un gouvernement, on va dire de gauche pluriel, un ministre des Transports qui s'appelle Charles Fitterman, qui travaille beaucoup avec les organisations syndicales, qui travaille avec la CGT sur l'avenir du rail français. Et c'est là que se dessine le devenir de la SNCF, où là il n'y aura plus un représentant des compagnies privées, où la SNCF sera 100% publique, ça sera un EPIC, établissement public, industriel et commercial. Et dans cette nouvelle configuration, il y a là des lois démocratiques qui s'appliquent, c'est-à-dire que le conseil d'administration, c'est 18 membres, 6 représentants des salariés au sein du conseil d'administration qui sont élus par les salariés. Ça, c'est la configuration qu'on connaît en 1983, donc les premières élections ont lieu à ce moment-là. Dans ce conseil d'administration avec 5 représentants des salariés, il y a 3 représentants CGT et qui sont élus par les salariés. Cette mesure-là, cette configuration-là n'aura pas réellement de bouger jusqu'au tournant qui était décisif de la loi de 2014. Voilà. 2014, reconfiguration, loi qui modifie structurellement la SNCF, création de 3 EPIC. Dans ces 3 EPIC, un conseil de surveillance pour les pics de tête, 2 conseils d'administration pour réseau et pour mobilité. Donc là, nouvelle élection en 2015 où on va revoter pour les membres du conseil d'administration représentatifs des salariés dans ces 3 entités. Néanmoins, une modification importante surviendra très rapidement, quoi. C'est la loi de 2018. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là? Il y a eu une anecdote quand même qui est à dire, c'est que les élections au conseil d'administration avaient eu lieu en février 2013. Dans la configuration intérieure, en novembre 2015, on revote dans la nouvelle configuration avec les 3 EPIC. Donc, on va dire que ça a été le mandat des administrateurs qui a été le plus court, février 2013, novembre 2015, pour arriver jusqu'à la période qu'on va aborder aujourd'hui. Enfin, Gilbert, une dernière question. Y a-t-il des sujets essentiels que nous avons pu faire avancer ou reculer grâce au conseil d'administration? Alors, il y a eu des sujets importants qui ont été apportés. Moi, je trouve que les administrateurs ont un rôle prépondérant en termes de représentants des salariés. Alors, il y a eu des périodes clés, hein, on le disait, 82-83, création de la SNCF. On avait quand même, avec nos administrateurs, des experts en matière ferroviaire qui ont largement contribué, participé aux tables rondes avec l'État, avec la direction de la SNCF, etc., pour arriver à la loi sur les pics. On a eu la loi de 99, les 35 heures. La SNCF n'était pas normalement soumise aux 35 heures. Elle ne faisait pas partie des entreprises soumises aux 35 heures. Grâce, là aussi, à l'apport de nos administrateurs au sein du conseil d'administration, aux relations qu'ils avaient avec l'État, et puis à leur travail sur la configuration, ces administrateurs ont aidé au fait que, sous le ministère de Jean-Claude Guessot, la SNCF soit soumise aux 35 heures avec le nombre d'embauches qu'on a connu. Il y a la question du fret. Nos administrateurs étaient des experts sont des experts en matière économique, stratégique, connaissent à fond le sujet et travaillent à fond le sujet et ont contribué à mener cette grande campagne sur le fret. Il y a la question de l'unité syndicale. Les administrateurs se rencontrent, décident, échangent. Il y a les votes des administrateurs au conseil d'administration. Quand les 4 organisations syndicales s'entendent sur un vote pour se confronter à la direction de la SNCF, c'est entendu par l'État, c'est entendu par les personnes qualifiées, etc. Donc ça constitue un élément important du rapport de force. Tous ces éléments-là
font que c'est super important d'avoir des administrateurs. Et je terminerai par un point, c'est les questions sociales. S'il n'y avait pas les administrateurs salariés au sein du conseil d'administration, l'emploi, les salaires, les facilités de circulation, les conditions de travail, la sécurité ferroviaire, toutes ces questions-là ne seraient jamais abordées. Il n'y aurait que des questions économiques et stratégiques qui seraient abordées. Ce sont les administrateurs qui amènent ces questions-là dans chaque sujet du conseil d'administration et qui les portent, et qui portent la voix des salariés et les revendications portées par la CGT à ce moment-là. Nous en savons maintenant un peu plus. Alors merci Gilbert d'avoir partagé avec nous un morceau d'histoire sur les conseils d'administration. Et moi, j'ai qu'une chose à dire. Maintenant, vous allez voter CGT.